L'arrestation de Jeffrey Epstein va mettre clairement en danger Ghislaine Maxwell, la femme qui partageait la plupart de ses secrets. Elle pensait être à l'abri, mais la justice américaine va tout mettre en œuvre pour la faire tomber. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein, de retour d'un séjour à Paris, est arrêté alors qu'il descend de son jet privé sur le petit aéroport de Teterboro. Il est incarcéré à New York. Les victimes ont réussi à refaire passer les menottes à un homme qui, selon elles, mérite de passer devant un tribunal. Le FBI n'en oublie pas pour autant Ghislaine Maxwell. Son nom revient en boucle dans le bureau du procureur de New York et dans les cabinets d'avocats. L'actrice de Hollywood Ellen Barkin n'hésite pas à la dénoncer dans un tweet ravageur. Cette femme est la mère maquerelle d'Epstein. Elle s'occupe des avions qui font la navette avec son île. Je le sais parce qu'elle me l'a dit. Cette femme ne peut pas rester libre, écrit-elle. Le 9 août, une cour fédérale rend public un rapport de 2000 pages sur les accusations dirigées contre Maxwell. Il est ainsi indiqué qu'elle recrutait des filles pour satisfaire l'appétit sexuel d'Epstein. Un homme qui avait besoin d'avoir 3 orgasmes par jour, c'était pour lui biologique, comme le besoin de manger, déclare une victime dans ses documents. Le lendemain, 10 août, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule. L'enquête conclut à un suicide. Jeffrey Epstein ne pourra plus livrer aucun de ses secrets. Ghislaine Maxwell se retrouve seule à affronter la tempête qui se prépare. Epstein était présenté comme un monstre, mais Epstein est maintenant mort. Du coup, Ghislaine est le monstre, d'autant plus un monstre qu'elle est la fille de Robert Maxwell, dit pour sa défense son frère, Ian Maxwell. Après le décès du financier, des victimes portent plainte directement contre Ghislaine Maxwell. Jennifer Araoz avait 14 ans quand Epstein l'a violée. Elle affirme que Maxwell était partie prenante du système. Elle était là pour s'assurer que Epstein ait bien 3 filles par jour pour satisfaire son plaisir. Pendant près d'1 an, Ghislaine Maxwell va tenter de se faire oublier, de se fondre dans la nature. On la croit en France, en Californie, en Israël. Elle est interpellée le 2 juillet 2020. Elle plaide non coupable au procès qui s'annonce, indiquant qu'elle n'avait jamais pris la fuite car elle n'avait rien à cacher. Olivier O'Mahony, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime et vous êtes en direct depuis les États-Unis, journaliste à Paris Match. 4 victimes finalement vont être présentes à ce procès, vont témoigner contre Ghislaine Maxwell, mais il n'y a pas dans ces victimes Virginie Giuffre, qui est la plus connue des victimes, et c'est elle qui a porté le combat contre Epstein et contre Maxwell. Pourquoi elle n'est pas là ? Alors écoutez, je ne sais pas, je vous le dis franchement. Non, en fait, sur les 4 victimes que vous évoquez, effectivement, il y en aura 4, mais il y en a une seule, ce sont des victimes anonymes. Hein. C'est ça. Donc ouais. voilà, donc il y en a une seule qui a dit qui elle était, s'appelle Annie Farmer. Donc Annie Farmer, qui est une jeune fille qui avait 16 ans au moment des faits et qui était une excellente élève. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a une carrière de psychologue, docteur très brillante aujourd'hui et qui va témoigner à la barre. Donc au moment des faits, elle pensait avoir été invitée par Ghislaine et Jeffrey Epstein dans son ranch au Nouveau-Mexico, pensant qu'elle allait assister à un stage pour étudiants surdoués. Et quand elle arrive sur place, elle découvre en réalité qu'il n'y a que Jeffrey, Ghislaine et elle, et commence une succession de moments désagréables qui se transforment en agression sexuelle. Dont elle sort traumatisée. Et cette jeune fille, Annie Farmer, qui va essayer de dénoncer, elle va voir la police très très tôt. C'est en fait quelqu'un de très important dans la procédure, parce que c'est la première jeune fille. Ouais, c'est elle qui met le feu aux poudres, hein, finalement. Exactement. Voilà. Exactement. Mais on la croit pas, on la suit pas à ce moment-là. Au début, c'est compliqué. Hein. Exactement. Avec sa sœur Maria, qui a fait les présentations avec Jeffrey Epstein et qui s'en mord les doigts aujourd'hui, elle va aller voir. Elle va d'abord parler à une journaliste américaine qui travaille à Vanity Fair, mais non corroborée, son récit ne va pas être publié. Puis elle va être approchée par la police de Floride dans le cadre de ce procès dont Epstein se sort miraculeusement. Se sort miraculeusement. Et finalement, il faut en fait attendre 2018, la fin 2018.
2018 pour que ces accusations soient prises au sérieux. Pour que ces accusations soient prises au sérieux. Encore un mot, Olivier O'Mahony. Ghislaine Maxwell avait dit très brièvement au début de l'affaire, quand son nom commençait vraiment à circuler, que des images des rendez-vous de Epstein existaient, que tout était filmé en quelque sorte. Oui. On n'a jamais vu ça, ces images privées. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces images? Alors écoutez, c'est une excellente question. Et la vérité, c'est qu'en réalité, je pense que si ces images existent, les personnes qui ont été filmées peuvent aujourd'hui dormir tranquilles, car en fait, Ghislaine Maxwell plaide non coupable. Non coupable. Ce qui veut dire qu'en fait, il va pas y avoir de négociation avec les procureurs, elle balançant des noms pour diminuer sa peine. Donc en fait, ces images effectivement n'ont pas été diffusées. On ne sait pas si elles existent. Certaines victimes disent qu'elles existent, mais on les a pas vues. Et par rapport à la question de savoir si Ghislaine allait balancer des noms que vous évoquiez en début d'émission, je pense que là, effectivement, la curiosité légitime du public va être déçue. Oui. Va être déçue. Oui. Il n'y aura pas de nom balancé puisque effectivement elle plaide non coupable, mais l'affaire ne fait que commencer. Et les procès aux États-Unis ont parfois tendance à se retourner de manière spectaculaire. Ghislaine Maxwell va prochainement affronter donc les jurés. Elle n'est pas tenue de s'exprimer. Ses défenseurs vont évidemment viser les victimes et soulever l'absence de preuves. Le lundi 29 novembre 2021, Ghislaine Maxwell, 59 ans, est attendue devant le tribunal criminel de Manhattan. Ces derniers mois, cette femme, qualifiée de mère maquerelle par les victimes d'Epstein, n'a cessé de dénoncer le manque de temps pour préparer avec ses avocats les audiences à venir qui devraient s'étendre sur 6 semaines. J'ai bien peur qu'il soit impossible pour moi d'avoir un procès équitable. J'ai très peur que l'image négative colportée sur moi par les médias finisse par influencer les jurés, confiait-elle à un ami au début de sa détention. Le 22 novembre, ses frères et sœurs ont saisi l'ONU pour dénoncer de graves violations des droits de la défense de la prisonnière numéro 028 79 509. Il y a une ligne étroite qui sépare la justice de la vengeance. Nous ne nous battons pas contre les plaignantes, mais contre l'arbitraire, précisent les avocats français de la famille Maxwell, François Imray et Jessica Finel. Ghislaine Maxwell plaide non coupable, elle n'est pas tenue de prendre la parole lors des audiences, sauf si elle le désire expressément. Ses avocats américains font savoir qu'elle est innocente et qu'elle ne reconnaît aucun des faits qui lui sont imputés. Elle n'a rien à dire et ne dira rien. Une attitude à haut risque qui pourrait l'exposer à une peine de 35 ans de prison, jusqu'à 80 ans de détention si elle est reconnue coupable de toutes les charges citées dans cette procédure, qui n'aura visé pendant longtemps que le seul Jeffrey Epstein. Et donc, juste à quelques jours de ce procès, on retrouve dans cette heure du crime Maître Imray, l'un des avocats de la famille Maxwell et qui se préoccupe des conditions de détention de Ghislaine Maxwell. Maître Imray, vous avez saisi l'ONU ? Nous avons saisi ce groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est le gardien à l'ONU de ce que l'on appelle les règles Mandela pour le traitement digne des prisonniers partout dans le monde. Nous avons saisi des conditions dans lesquelles se déroule la procédure contre Ghislaine Maxwell. Et c'est une procédure assez rare, quand même. Oui, c'est une procédure assez exceptionnelle. Les experts des Nations Unies, qui sont de très hauts magistrats, rendent moins d'une centaine d'avis par an pour le monde entier. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur le procès, cette action ? Le fait que nous ayons saisi cette haute autorité maintenant, je l'espère, va attirer l'attention des autorités de poursuite américaines sur la nécessité enfin de respecter sa présomption d'innocence et de faire en sorte que sa voix soit entendue. Personne n'a entendu le son de sa voix. Dans tous les documentaires, dans toutes les séries que vous avez pu voir, il n'y a pas sa propre version. Eh bien, il est temps maintenant qu'elle puisse répondre des accusations graves qui sont formulées contre elle et le faire sereinement face à des jurés qui l'écoutent dépourvus de tout préjugé. Donc vous nous le confirmez, maître, elle va parler à son procès ? À son procès, elle parlera certainement, mais ce qui est important, c'est qu'elle puisse être écoutée par des oreilles dépourvues de tout préjugé. Et c'est ça le sujet. Alors Olivier O'Mahony, on entend maître Imray, elle va parler, mais c'est pas sûr qu'elle fasse des révélations, c'est ça ?
Pas sûr qu'elle fasse des révélations, mais par contre, ça ne veut pas dire que elle va être condamnée à coup sûr. Moi, je pense que le problème aux États-Unis, si vous savez, c'est de convaincre les jurés. Le jury. Et oui, donc ils seront 12, et il faut l'unanimité. S'il y a un doute, eh bien, elle ne sera pas convaincue. Elle sortira du tribunal libre. Alors ça, ça va être le sacré boulot des avocats, hein. Ça va être le boulot des avocats. Là où Harvey Weinstein a échoué, les avocats, Ghislaine Maxwell peut très bien réussir, simplement en décrédibilisant, effectivement, en sémant le doute. Le problème de Ghislaine Maxwell, le problème, ou plutôt son avantage, c'est qu'en fait, elle a été très très discrète, ce qui veut dire qu'on ne sait pas grand-chose, en fait, sur sa vie. Et il y a beaucoup de zones d'ombre qui rendent finalement le travail des procureurs pas évident pour convaincre les jurés sans qu'ils aient le moindre doute sur sa culpabilité ou le rôle qu'elle a joué dans les crimes dont on l'accuse. Oui. Encore une question, Olivier O'Mahony. À supposer qu'elle soit condamnée, pourquoi pas, on peut l'imaginer comme ça, qu'elle soit condamnée. Le vent risque de tourner après, parce que si elle n'a rien dit à ce procès, à supposer qu'elle prenne au moins 30 ans de prison, peut-être elle changera d'avis et peut-être il y aura d'autres révélations qui vont venir. Puis les avocats vont pas la lâcher comme ça. Écoutez, je pense que elle considère qu'elle n'a rien à se reprocher et que donc comme elle considère que les attaques dont elle fait l'objet sont simplement issues de jeunes filles qui étaient là pour gagner de l'argent et qui aujourd'hui sont relayées par des procureurs avides de publicité. Donc pour l'instant, sa défense, c'est vraiment ça. Hein. C'est le silence, sa défense, pour l'instant. Merci beaucoup, Olivier O'Mahony.